Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je continue d'avancer dans la saga James Bond. J'en arrive ici au 9e volet, le 2e avec Roger Moore, le 4e et dernier réalisé par Guy Hamilton, à savoir L'homme au pistolet d'or. Avec d'ailleurs des scénaristes qui plus ou moins reviennent des précédents, je ne sais pas s'ils avaient été tout le temps ensemble, je crois pas. Tom Mankiewicz et Richard Maynard, évidemment à nouveau adapté d'un roman de Ian Fleming, et avec la musique de John Barry. Donc on est en terrain connu. Aux côtés de Roger Moore, pour interpréter le grand méchant, nous avons Mr. ou Sir Christopher Lee. Voilà, un des acteurs britanniques que je préfère. Je savais qu'il avait joué dans un James Bond. Bah tiens, voilà, c'est celui-ci. Il est d'ailleurs accompagné de Britt Ekland, qui était avec Christopher Lee l'année d'avant dans l'excellentissime The Wicker Man, qui pour le coup est un de mes films préférés à vie. Donc hop, je me suis rendu compte de cela très vite en ziotant le casting et je me suis dit ouh là, Il y a également Maud Adams qui jouera peu après dans Rollerball et à nouveau dans un James Bond, Octopussy mais pas le même rôle. Et l'acteur français Hervé Vilches, de petite taille, avant qu'il ne soit connu dans la fameuse série L'île fantastique. Retour de Clifton James, oui, le shérif comic relief du précédent, il est à nouveau là, c'est assez surprenant. Et quelques peut-être gloires de certains cinémas asiatiques, même si certains étaient plus américains aussi, de nationalité, à savoir Richard Lowe, Sun Tek-ho. Voilà, et puis bon, également Mark Lawrence, tiens, rien à voir avec le cinéma asiatique, qui avait joué un rôle dans un James Bond avant, mais pas le même apparemment. Et le retour du trio Bernard Lee, Lois Maxwell et Desmond Llewellyn juste au début, là, dans le MI6, avec notamment Miss Moneypenny dans le lot, qui va encore se faire conduire par James Bond, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Alors, celui-ci, il est particulier. En fait, il est dans la lignée du précédent, c'est-à-dire un petit peu en décalage. Alors, on n'est plus dans la blaxploitation, là. On est plutôt dans un hommage à ce cinéma hongkongais, mais plutôt façon film de Bruce Lee. C'était la mode à l'époque, mais j'y reviendrai sur ce point. Avec une menace plus intimiste sur le papier. Il n'y a plus de grosses organisations contre James Bond, il n'y a pas le spectre, mais un certain Francisco Scaramanga, qui est un tueur à gages, sorte de miroir de James Bond. Il y a une rivalité, un duel potentiel entre les deux, mais il l'admire. Donc Scaramanga, lui, il veut vraiment tuer James Bond. C'est un petit peu son but suprême, mais pas dans le dos, non. Mais en plus de cela, évidemment, puisqu'il a de l'argent, il vit sur sa petite île tranquille, c'est l'île fantastique avant l'heure pour notre cher Tatou, ou plutôt ici donc Hervé Vilches, eh bien, il en veut encore plus, et il veut gérer l'énergie solaire, et la vendre donc au plus offrant à des pays. Pourquoi? Parce qu'on est en 1974 ici, en pleine crise énergétique. C'est encore une fois un James Bond qui joue, enfin encore une fois, comme souvent, qui joue, là c'est pas la guerre froide, mais plutôt sur le contexte géopolitique. Là-dessus, c'est très malin, avec un MacGuffin là à aller chercher, récupérer pour pouvoir utiliser une sorte de télécommande. Là, bon, on va pas rentrer dans les détails. James Bond est donc mandaté par le MI6. Déjà, à la base, il enquêtait un petit peu sur cette idée, mais après, évidemment, pour aller mettre hors d'état de nuire ce méchant monsieur qui pourrait créer des gros problèmes dans le monde entier. Pas en faisant tout péter, non, mais voilà. Et pour ceci, évidemment, James Bond va avoir d'autres gens à affronter, que ce soit le bras droit joué par Hervé Vilches, peut-être l'assistante aussi de Scaramanga, mais qui va plutôt être une aide, parce qu'elle en a marre d'être soumise à ce monsieur. Donc elle est jouée par Maud Adams, et le contact en Asie de James Bond, une autre agence secrète, qui est jouée par Britt Ekland, Mary Goodnight, ou Bonne Nuit en VF, du coup c'est drôle, ça permet un gag final d'ailleurs, bon bref, etc., etc. Et il va falloir aussi fricoter avec des milliardaires locaux, et affronter peut-être certains arts martiaux locaux, et autres poursuites cascades, bon, à la sauce James Bond quoi. Avec le flegme un peu ironique, plus ironique évidemment que celui de Sean Connery, de Roger Moore. J'avais plutôt correctement apprécié le précédent, mais en fait, bon, voilà, bah là c'est pareil. En fait, là je suis presque plus embêté parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de promesses, au-delà donc du décalage de la black exploitation par rapport
à cette idée géopolitique de crise énergétique. C'est même très moderne et c'est très intéressant encore de nos jours, parce que des crises énergétiques et ou caniculaires ou d'eau, etc., on peut imaginer beaucoup de films là-dessus. Hein. Donc, évidemment, la gestion de cette énergie qui fait de toi un peu le maître du monde. Et il y a aussi cette très bonne idée de base d'imaginer un face-à-face très puissant et charismatique entre Monsieur Christopher Lee, quand même, avec son pistolet d'or, c'est lui, hein, l'homme au pistolet d'or, et James Bond, dans une idée d'ailleurs vers la fin qui culmine sur quelque chose de potentiellement passionnant. Je ferai mini zone spoiler. Mais en fait, bon, il faut en arriver là, et le déroulement global oscille entre spectaculaire, bon travail sur les décors et les lieux, mais ça j'y reviendrai, et le comic relief. Et en fait, à un certain point, je trouve que le film est trop drôle, même si c'est amusant, il est gaguesque par moments. Gaguesque, alors évidemment, déjà, il y a les personnages Hervé Villechaize, qui est ambivalent, parce que dès le début, il y a une ambivalence, parce qu'on sent que on a l'impression, il engage ce tueur en série, là, ou je sais pas quoi, enfin, ce gangster au début. Il sort d'un film noir ou de gangster, hein, celui qui est joué par, je sais plus comment il s'appelle là, Mark Lawrence, pour un jeu là, dans un endroit très intéressant aussi. Je détaillerai ça après, mais bon, en gros, cet assistant de petite taille, on a l'impression qu'il s'amuse avec son maître, dans le sens où il essayerait de le faire tuer, mais dans les règles de l'art, pour peut-être hériter de sa fortune et des lieux. Donc à la fois il le sert, mais à la fois il est aussi un potentiel concurrent, mais il y a quelque chose dans une sorte de... Ouais, il y a des règles entre les deux, quoi. Il s'en amuse. Mais on ne sait pas trop au début où est le fun, où est la véritable envie de l'assistant de prendre la place du maître. Bon, il y a cette idée. Il y a une bonne ouverture aussi sur le fait que l'amante de Scaramanga, qui est jouée par Maud Adams, elle est sous l'emprise. Il y a une soumission terrible au début où elle frotte son maître avec la serviette et on sent vraiment cette idée de femme qui est étouffée par ce monsieur. Monsieur qui a 3 tétons d'ailleurs. Hein. Voilà. Et l'ambiguïté sexuelle est le début de beaucoup de choses. Hein. C'est un film qui décale et ironise et fantasme un peu là-dessus aussi. Donc il y a voilà, puis le côté, après l'humour autour donc du personnage Hervé Villechaize à un moment, bon, on y reviendra sur la fin aussi, et des scènes cocasses, que ce soit dans les scènes d'action, surtout même dans les scènes d'action qui sont un peu dommageables. C'est-à-dire que bon, à un moment il y a affrontement karaté, alors c'est pas Bruce Lee parce que c'est du kung-fu Bruce Lee, mais dans cette idée-là les films d'arts martiaux à l'époque, ça marche bien. Mais bon, James Bond, il se débrouille bien, mais c'est vrai que c'est très vite avorté et c'est un peu drôle, trop drôle. Alors, il y a l'intervention des nièces, là, d'un de ses contacts, c'est passionnant. Il y a une des nièces qui jouera plus tard dans des films plus connus, enfin, dans le domaine art martial, je veux dire, pas plus centré là-dessus. Donc, oui, mais bon, ça fait un peu, on se moque aussi d'une certaine culture, indirectement dans l'idée du décalage. Et bon, après, il y a cette poursuite avec le shérif qu'on remet là-dedans. Alors, ce shérif ultra américain, raciste hein, aussi, sur les locaux, il pense qu'on poursuit des communistes, il est bloqué dans son délire. Bon, on le ridiculise à fond, Hein. Déjà, il est foutu à la flotte par un éléphant au début, et après, aux côtés de James Bond, il va plus souffrir qu'autre chose en se croyant en mission. Mais, exemple là, il y a une magnifique cascade, elle est très connue, hein, je la connaissais d'avant d'ailleurs, en 360 degrés là et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent une sorte de bruitage comique par-dessus, et tu comprends pas pourquoi. Oui, il y a le personnage du shérif dedans, qui est dans une lessiveuse dedans, hein, c'est pas très logique. Mais il y a ça, plus une BO un peu bizarre après de John Barry, on se croirait dans un Astérix. Hein. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et puis d'autres trucs. Bon, après, la fin aussi, hein, ça pourrait être un peu plus mieux géré, surtout dans le build-up et dans le climax total, mais bon, c'est comme ça. Mais après, bon, Roger Moore, il joue bien aussi dans cette idée de ce flegme, mais il est dans ces situations un peu comiques ou rocambolesques. Il subit plus qu'il agit, des fois. Et en cela, Roger Moore est encore en dessous, bien en dessous, je pense, de Sean Connery. Je sais pas si après, ça sera un peu mieux, probablement. Et on sent que c'est un peu timoré. Et arrive aussi le problème des James Bond girls. Parce que bon, l'amante qui est soumise, qui veut se venger, parce que grosso modo, c'est ça... C'est pas très bien caractérisé, on joue sur la plastique de l'actrice, ça sera encore pire hein, pour Britt Eklund, donc il y a cette idée-là, et après le personnage de Mary Goodnight, c'est gaguesque, hein. Elle aussi, elle fait un peu, je sais pas, ouais, c'est la blonde plastique, quoi, cliché de l'époque, c'est un peu dommage, bon c'est les années 70, il faut resituer ça dans le contexte, et elle finit quand même enfermée dans un placard, enfermée dans un coffre, bon...
Elle fait des maladresses, en même temps elle fait avancer l'intrigue aussi. Bon, pour ce personnage de Maud Adams, j'y reviendrai après. Et au final, bon, l'intrigue principale est sous-exploitée, littéralement. Vraiment, il y a de l'explication, mais c'est vraiment un prétexte. On est dans le MacGuffin du MacGuffin. C'est pas que la télécommande à récupérer, c'est cette idée-là d'installer une intrigue pour peut-être justifier ce duel. Et un face-à-face, Roger Moore, Christopher Lee. Mais du coup, avec tous les à côté, etc., ça manque vraiment d'ultime charisme, quand bien même Christopher Lee. Voilà. Il n'est pas bien exploité tout le temps, un peu trop en retrait, mais quand il est là, dans son bagou, dans son idée de rivalité chevaleresque et gentleman à l'ancienne, il met le niveau au-dessus, quoi. C'est vraiment le genre d'acteur qui, rien que par sa présence et sa façon de jouer, portait encore plus haut même certaines écritures maladroites, quoi. Donc, et ça fonctionne plutôt bien avec Roger Moore. On en aurait aimé plus, même s'il faut ménager un peu cette idée. Et le grand point positif du film, c'est le jeu sur les décors. D'ailleurs, Guy Hamilton est très bon à la réalisation là-dessus. Littéralement, ça sauve le film. Ça fait qu'il reste plutôt correct, alors que ça aurait pu être un désastre. C'est-à-dire que, vu qu'il il joue sur les personnages, les relations, et tout, il les met bien dans le cadre et dans les décors, et c'est parfois très fin. Et puis, surtout dans les ambiances, les atmosphères intérieures-extérieures, donc à Macao, Hong Kong, Bangkok, enfin, Thaïlande. Ça, c'est bien. Il y a, par exemple, une superbe scène à Hong Kong, avec le Queen Mary. Alors, évidemment, c'est reconstitué à l'intérieur. Le QG provisoire du MI6 là-bas, avec forcément, fatalement, des plans débulés, parce que le Queen Mary, il a chaviré à moitié, quoi. Et il y a quelque chose qui se dégage là, comme à un moment, il y a une scène de danse là, dans une sorte de nightclub oriental. Il y a l'ambiance, avec le côté très poisseux, avec ce mafieux gangster local, là, parrain local qui observe. Il y a une vraie tension. Il y a cette scène aussi de boxe taille où il va se passer quelque chose. Il y a un très beau jeu dans la masse, une sorte de drame qui est en train de se nouer, avec une tension derrière, devant, à côté. Enfin, voilà, belle gestion des espaces et des positions de personnages. Guy Hamilton fait un vrai bon travail là-dessus. Ça renforce certaines scènes, même si elles sont sporadiques par moments, et noyées un peu dans le tout, quand même. Donc voilà, même la scène de karaté en soi, elle est bien gérée dans ce dojo là, sur pas mal de points. Et puis bien sûr sur l'île, il y a pas mal de trucs avec les côtés un peu technologiques pour l'énergie solaire, même si c'est sous-exploité, et qu'au dans un contexte spatial, on a déjà vu ça un peu avant, notamment celui-là sur avec le truc volcanique, je sais plus lequel c'est, hein. Je finis par me les mélanger, mais au moins ça fait le boulot, et on est dans l'ADN James Bond absolu sur ce plan-là, avec une bonne musique de John Barry globalement, mais comme souvent. Un petit bémol cependant sur la chanson générique de Lulu, pas forcément exceptionnelle, avec le générique qui est un peu paresseux par rapport à d'autres. Et dernier point, grand point positif, donc du coup, c'est cette idée du funhouse, là, le truc un peu de jeu du personnage de Scaramanga. Au début, on le voit avec ce gangster, et évidemment, ça va avoir un écho miroir à la fin. J'aime bien ce travail-là, où voilà, c'est une sorte d'attraction, si vous voulez, qui passe du film noir au western, etc. Et c'est un film qui sort un an après Westworld. On y pense, sur d'autres potentiels, et bien sûr, la silhouette de James Bond. Donc oui, il y a un vrai travail, avec un petit côté spirale, très Hitchcockien sur certains films peut-être aussi. Donc on revisite un peu le cinéma indirectement sur ces moments-là de création artistique et d'attraction dans un film d'attraction cinématographique, parce que James Bond c'est aussi un peu ça. Spoiler donc sur 2-3 trucs. La meilleure scène du film au final, c'est le décès très brutal, hors champ, hein, parce qu'il n'y a plus que le cadavre figé du personnage de Maud Adams. Voilà, James Bond va la voir parce que c'est elle qui veut que son amant soit tué, elle en a marre, la pauvre, elle est soumise et elle subit. Hein. On voit le masque toxique joué par Christopher Lee avec le pistolet d'or qui est très très phallique, bien évidemment. Bon, le flingue chez James Bond, c'est le prolongement masculin phallique hein, aussi, mais alors là, le pistolet d'or, c'est le gars, à un moment, il la tripote avec son pistolet d'or et c'est très malsain, je trouve. Comme la scène d'introduction, elle est obligée de le sécher là, voilà. Et le problème, c'est qu'elle meurt de façon terriblement brutale, je trouve. Le fait qu'on ne voit pas sa mort, on voit juste la résultante, la conséquence de sa mort, alors que James Bond lui parle, elle est là, elle a les yeux ouverts. C'est très flippant, je trouve. Voilà. Et dans la masse autour, personne ne s'en est rendu compte, personne n'a rien entendu. Et le cadavre va rester là, on ne sait même pas combien de temps. Enfin, je trouve ça très triste. Et ouais, c'est plutôt bien géré. Puis c'est là où il rencontre Scaramanga pour la première fois, vraiment, etc. Donc là, il y a une bonne scène, alors qu'il y a le combat de boxe qui se déroule sous leurs yeux. Il y a ça.
Donc la mort brutale, elle disparaît vite de l'intrigue. Hein. Elle s'appelle Andrea Anders. Don Adams, d'ailleurs, comme son nom ne l'indique pas, elle est aussi suédoise, hein, comme Britt Ekland. Bon. Et avant, il y avait une scène un peu drôle, un peu bizarre, là où elle finit, Britt Ekland, dans le placard. Elle est là, elle va coucher avec James Bond, mais non, il y a le personnage de Don Adams qui débarque, elle se fait conduire. Et putain, bon, à la fin, elle finira par avoir James Bond. Miss Moneypenny l'aura pas eu, mais elle, oui. Et donc, oui, après, à la fin, bon, le duel James Bond-Scaramanga, alors c'est bizarre parce que Gentleman, duel à l'aube à l'ancienne, mais il disparaît Scaramanga, c'est-à-dire qu'il n'assume pas le dernier duel. C'est bizarre par rapport à ce qu'il prétend être l'effet miroir et l'admiration qu'il porte envers James Bond. Les deux sont les mêmes, voilà, à un moment ils sont dos à dos pour le duel, c'est intéressant, les mêmes faces, mais l'une, côté négatif de la force et l'autre positif, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce duel bizarre, après ça finit dans le funhouse, il se fait avoir, comme un bleu en fait, Scaramanga, c'est un peu dommage. Et vous avez donc l'assistant Nick Nack, ou Trick Track en version française, joué par Hervé Vilches, qui confirme ce qui a été pris comme presque une blague au début, qui veut vraiment l'héritage et la fortune de Scaramanga. Donc il aide James Bond à le tuer, mais derrière, bon bah finalement, il n'arrive pas à en jouir et il va se venger de James Bond sur le bateau, avec une scène de poursuite comique dans la chambre, parce que c'est un personnage de petite taille, qui balance des bouteilles, qui finit dans une valise. Voilà, voilà, à la niche. Alors j'ai repassé ce passage en VF, j'ai regardé en VO, j'ai repassé ce passage en VF, il y a des trucs très douteux. Non, parce que je voulais vérifier la VF, je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est Hervé Vilches lui-même qui fait savoir, ah non, c'est Guy Pierrot, la voix de Bugs Bunny, alors ça renforce le ridicule en VF, c'est pire je pense. Vous voyez ce film en VO. Et de toute façon, déjà, c'est mieux, bon. Mais alors, la voix de Christopher Lee, VO obligatoire, grand acteur de déclamation aussi, même si c'est pas forcément là ses meilleures performances dans ce genre de film-là, mais bon. Et ouais, il finit à la niche, hein, il s'est rajouté, ça y est pas en VO, hein, dans la valise et dans les filets du bateau. Et là, bon, après, good night, hein, jeu de mots à la fin, où il va coucher avec elle, James Bond, et il y a le patron qui appelle, il appelle good night, et en fait, good night, oui, bah, elle ne répondra jamais, parce qu'ils ont mieux à faire. Bon, pourquoi pas. Je ferme la zone spoiler. Je suis embêté, hein, parce que je navigue entre le très positif sur certains points, mais le très négatif sur l'autre. Et donc, on est dans une dualité ici, dans James Bond, qui est à la fois intéressant, qui aborde certaines choses passionnantes, qui joue très bien sur l'aspect mise en scène et spatial. Là, j'insiste là-dessus. C'est un des mieux réalisés, en fait, hein, de ce que j'ai vu des 9. Mais après, sur le reste, sur l'intrigue, c'est un peu pauvre. Sur les caractéristiques clichés, c'est trop poussé. À un moment, tu vois que l'écriture des personnages, ça ne va pas trop. Et du coup, ça manque d'impact là où ça aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais on est dans cette idée un petit peu où finalement, James Bond, ça doit divertir. Et ça devient un peu trop gaguesque aussi, là. Alors, je ne sais pas si ça sera rectifié par la suite. Pas sûr. Mais à un certain point, là, bon, on va jouer sur les codes de l'époque. Après, la Blaxploitation, ici, c'est les films, on va dire, estampillés Bruce Lee, qui on joue sur la popularité. Mais ça peut avoir aussi ses limites quand on construit quelque chose de potentiellement prometteur, de ne pas arriver à avoir, on va dire, tout. On ne peut pas tout jouir d'une exploitation totale de l'idée, quoi. Bon, bref, c'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cet homme pistolet d'or, 9e James Bond, donc le prochain. Je ne sais pas lequel ce sera, bah, ce sera celui d'après, mais je ne sais plus lequel c'est. Après, tiens, je vais vérifier en direct, ça doit être écrit là-haut sur la page Wikipédia. Ce sera l'espion qui m'aimait. Allez, bah, on verra bien. Allez, je vous dis donc merci d'avance pour vos commentaires ci-dessous, et à la prochaine. Ciao.